David Chapira. Bonjour. Bonjour Claudine et bonjour à tous les auditeurs et auditrices du site Alliance. Merci beaucoup et ravi de vous avoir à nouveau dans nos studios. Alors aujourd'hui, l'actualité, comme d'habitude et encore plus cette fois-ci, est en mouvement. Nous allons parler du Qatar, nous allons parler de Gaza et certainement de la phase 2 des négociations. C'est à vous, cher ami. Oui, en fait, vous avez raison d'évoquer le Qatar parce que cette histoire du Qatar commence à devenir ici en Israël une affaire du Qatar. Et une affaire très très importante puisque l'un des proches conseillers du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Eli Feldstein, qui est d'ailleurs assigné à résidence où il n'a pas le droit de rentrer en contact ni par téléphone ni par ordinateur avec l'extérieur, est soupçonné, il n'est pas accusé, mais il est soupçonné d'avoir travaillé en faveur du Qatar, et bien évidemment avoir été rémunéré pour entretenir, je dirais, une belle image du Qatar, faire un peu ce qu'on appelle en anglais du PR, en français des relations publiques pour le Qatar, alors qu'il se trouvait être aussi l'un des plus proches conseillers des Netanyahou, c'est-à-dire proche de toutes les décisions et de tous les secrets qui concernent justement le bureau le cabinet du Premier ministre. Hein. Sachant qu'en période de guerre, ce sont des fonctions qui sont extrêmement sensibles. Et vous pouvez imaginer le conflit d'intérêts qui peut exister entre une personnalité qui défend l'image du Qatar, mais qui est aussi l'un des proches conseillers. On se souvient, ce Eli Feldstein, en novembre, effectivement, qui a été soupçonné d'avoir reçu un document qui a été exfiltré par un officier de Tsahal qui travaillait dans les renseignements. Ce document, non seulement il s'en est servi pour le montrer au Premier ministre, mais ça, c'est pas très répréhensible. Mais il l'a surtout fait filtrer dans un journal allemand. Tout à fait. Et ça concernait la position de Yahya Sinwar. Donc, par rapport aux otages, enfin, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ici un grave dysfonctionnement dans l'entourage du Premier ministre. Notamment, précisons qu'il y a encore deux autres conseillers. Oui, j'allais le dire. Pas tout seul, il n'est pas tout seul dans deux cette autres histoire, conseillers qui sont maintenant à l'étranger, qui n'osent plus revenir en Israël parce qu'ils ont peur d'être arrêtés, bien sûr. Qui conseillaient aussi le Premier ministre Netanyahou dans son image, faisait des relations publiques, mais qui travaillaient aussi pour le Qatar. Et le Qatar, il faut quand même expliquer un petit peu à nos auditeurs très rapidement qu'est-ce que c'est que le Qatar. Le Qatar, c'est un pays qui va dans la mouvance des frères islamiques et dont le seul objectif est de déstabiliser, de renverser les régimes laïques dans les pays arabes. Laïque ou démocratique ou les deux? Non, il y a très peu de régimes démocratiques dans les pays arabes, mais c'est surtout donc ce sont les ennemis de Sisi, par exemple, et d'autres des ennemis de la Jordanie, parce que ces régimes-là, mais du Liban aussi, ces régimes-là ne sont pas des régimes religieux. Tout à fait, c'est bien de le rappeler. Et donc, le premier objectif du Qatar, c'est en s'associant avec des mouvements terroristes, des mouvances salafistes, islamistes, eh bien, c'est de déstabiliser les pouvoirs sur place dans la région et de les remplacer par, encore une fois, des régimes islamistes. C'est pour ça que le Qatar, qui ne s'est pas empêché d'un côté d'aider Bachar el-Assad, mais d'un autre côté, a aussi financé El-Joulani, l'actuel dirigeant de la Syrie, qui lui est dans les mouvances de Daesh, etc. Vous voyez, le Qatar joue des doubles, triples jeux, et pour sa respectabilité, eh bien, il organise des grands tournois de sport mondiaux, comme le mondial, le Qatar, vous vous souvenez, et finance et aussi des projets très très importants en Europe. Le Qatar donne des enveloppes de plusieurs milliards d'euros en Europe, et plus particulièrement en France. Nous savons que, mis à part être le dirigeant du PSG, possède aussi plusieurs palaces dans Paris. Tout à fait. C'est tentaculaire, vous voyez, c'est un régime qui est tentaculaire. D'après les estimations, on suppose que le Qatar a investi plus de 5 milliards de dollars aux États-Unis pour son image. Justement, c'est là le problème, justement, de le dénoncer en tant qu'ennemi à 100%, alors que tout le monde a un intérêt direct ou indirect avec le Qatar. Alors voilà, pour Israël, vous posez ici un problème qui est un problème essentiel. Pour Israël,
le Qatar n'est pas défini comme un pays ennemi. Oui, Ça, il faut le savoir. Mais ce n'est oui, pas non oui, plus un pays ami. bien sûr. D'autant plus que le Qatar joue un rôle très important, je dirais même essentiel, dans les négociations qui sont faites pour ramener nos otages Oui, entre le Hamas et Israël. C'est pour ça oui, qu'Israël, sauf que, si je peux me permettre, sans le Qatar, il n'y aurait pas eu d'otages. sans le Qatar, il n'y aurait pas eu le 7 Oui, octobre. Le oui, 7 octobre voilà, n'aurait tout pas à eu fait, lieu, on y est. sachant que, avec l'accord de Benjamin Netanyahu, il faut le Bien rappeler sûr, quand même, le rappelons-le, Qatar a donné des centaines de millions, si ce n'est pas, si ce n'est pas le le chiffre exact, je milliard. ne l'ai pas, c'est 1 milliard et quelques centaines de millions au Hamas Tout à pour fait. préparer le 7 octobre. Oui, C'est-à-dire, sachant pertinemment, le Qatar sachait pertinemment que le Hamas se préparait un jour à lancer une attaque contre Israël, et donc le Hamas, avec la permission du gouvernement israélien, il faut quand même le rappeler, des oui, différents gouvernements israéliens d'ailleurs, mais surtout depuis que Netanyahou a repris le pouvoir en 2009, le Qatar alimente le Hamas en argent, évidemment, en finance, en financement, et ça a donné le 7 octobre, et les otages. Et maintenant, le Qatar joue le jeu de l'apaisement. Vous l'aviez rappelé hors antenne, ce sont des pompiers pyromanes. Je crois que exactement. c'est un terme qui est exact. C'est le rôle du Qatar. Et Claudine, je tiens à souligner Mm. que si le financement du Qatar pour sa bonne image, sa bonne représentation ne tenait qu'à ces 3 conseillers de Benjamin Netanyahou, je dirais en hébreu, Dayenu, ça nous aurait suffi. Ça nous aurait suffi. Mais je pense que c'est une boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir. D'ouvrir. Mhm. Moi-même, je ne suis pas financé par le Qatar, hein, donc Ah bon, je peux bah, me on est permettre. rassuré, je suis rassuré. Mais je suis certain que dans certains partis politiques, les partis politiques arabes par exemple, ou peut-être même des partis d'opposition, on ne sera pas surpris d'apprendre D'apprendre. que le Qatar a financé des députés, des conseillers des députés, des lobbies pour justement donner une bonne image du Qatar. Et je crois que cette affaire est le début d'une énorme affaire qui pourrait même mettre en danger la suite du mandat de Netanyahou et pourrait peut-être même provoquer des élections anticipées. On ne sait pas jusqu'où va aller. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes dimanche en fin de matinée, eh bien, c'est que le Shabak, le Shin Bet, a ouvert une Oui, enquête tout à fait. officiellement pour savoir les ramifications de ces paiements avec Eli Feinstein, évidemment. Et je peux vous dire qu'une campagne va bientôt démarrer Pour, de la part de la coalition, de la part du gouvernement, bien sûr, pour éliminer. Bien sûr. chasser, licencier Ronen Bar, le chef du Shin Bet, qui ose ouvrir une enquête sur des proches conseillers de Benjamin Netanyahou. Et on attend évidemment la contre-campagne que va ouvrir le gouvernement, que va inaugurer le gouvernement, les ministres, les sbires de Netanyahou, contre Ronen Bar, qui risque de perdre sa place à cause de cette enquête. Alors, je voudrais juste rajouter une petite rumeur qui a circulé, qui a fait l'objet d'un article concernant une mère qui aurait reçu, justement, une mère d'un otage, pardon, j'ai oublié de le préciser, qui aurait reçu des avantages du Qatar. En avez-vous entendu parler? Alors, ce que je peux vous dire, ce que l'on sait, c'est que le Qatar s'est montré extrêmement accueillant et agréable lorsqu'elle a reçu dans son territoire, je parle du chef du Qatar, le dirigeant du Qatar, Oui, a reçu, différents ministres ont reçu les familles des otages voilà, tout et à fait. ont essayé de les apaiser et de déclarer qu'ils faisaient tout leur possible pour libérer les otages et régler cette question humanitaire. Donc vous voyez, c'est un double jeu Oui, tout à fait. parce que le Qatar, et je dois encore le rappeler à nos auditeurs, était extrêmement satisfait du 7 octobre. L'ensemble des dirigeants du Qatar étaient encore une fois heureux et ont approuvé l'action du 7 octobre. Donc vous voyez, c'est un double jeu et ça se pourrait, je veux dire, c'est une rumeur, mais ça se pourrait. Il faudrait ouvrir une enquête pour voir si c'est. Si Mais c'était encore une fois, oui. est-ce répréhensible? Je rappelle quand même que les familles des otages ne sont pas les conseillers directs de Benjamin Tout à Netanyahou. fait, tout à fait. Ils ne travaillent pas dans le cabinet du Premier ministre et ne sont pas, je dirais, face en connaissance des graves décisions secrètes qui se Bien prennent sûr. entre les conseillers de Netanyahou et Netanyahou lui-même. Très bien, alors si vous voulez, on parle de la phase 1 et de la phase 2, de ce qui se prépare dans les jours à venir concernant ou pas la libération des otages. Déjà, des rumeurs sont en train de faire la une des journaux, à savoir que l'ultimatum de Trump a échoué.
Netanyahou dans une situation difficile hier jusqu'à 19h. Qu'en est-il sorti de cette réunion qui a eu lieu justement à 19h, heure qui correspondait à midi aux États-Unis, qui a été rattrapée in extremis en disant que c'était l'horaire que Trump aurait donné? Écoutez, les déclarations de Trump et les propositions de Trump mettent dans l'embarras à peu près toute la classe politique israélienne. On l'a vu lors de cette fameuse conférence de presse avec Netanyahou. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous l'avez Oui, vu en direct, mais le visage de Netanyahou qui semblait être surpris, étonné, assez ahuri de la proposition de Trump. oui, il était Et, extraordinaire, les, faut et le dire. je dirais les menaces et les délais que suggère Donald Trump mettent dans l'embarras le gouvernement israélien qui, je vous rappelle, a signé un accord avec, je dirais, plusieurs phases dans la première phase, c'est-à-dire chaque semaine 3 otages. Et nous sommes maintenant dans la phase 1. Et encore une fois, les menaces de Trump d'ouvrir les portes de l'enfer dans la bande de Gaza, pour l'instant, ne sont pas dans la pratique réalisables. Non, Si mais vous voulez, parce que sans- c'est pas les soldats américains qui vont venir et bien qui vont sûr, provoquer bien l'enfer. sûr. Donc pour Oui, l'instant, je rappelle quand même que toute cette histoire a commencé avec une déclaration du Hamas lundi dernier qui a dit qu'il ne oui, libérerait plus les otages. Ça exact. a mis un petit, si vous voulez, toute la machine en Marche. marche, en pression et en déclaration à gauche et à droite. Mais tout compte fait, ce que voulait le gouvernement israélien, c'est que le Hamas libère comme il l'a Comme c'était libéré les prévu. 3 otages comme c'était Mm. prévu. Maintenant, ce qu'essaye de faire le gouvernement israélien, c'est essayer de faire en sorte que les 6 ou 8 otages qui sont encore en vie soient libérés cette semaine, du moins jusqu'à samedi prochain, et que les corps, je vous rappelle que la première phase concerne 33 otages, et il y a aussi encore 8 otages qui sont morts, et le Hamas est engagé donc à rendre ces cadavres-là, ces corps, à l'État d'Israël. Ce qui est intéressant de Alors, constater, pardon, alors excusez-moi. voilà, je vais Bon, finir sur cette phase allez-y, 1, allez-y, allez-y, parce que nous ne allez-y. sommes pas sûrs aujourd'hui que cette phase 1 arrive à son aboutissement. Pourquoi? Parce que le gouvernement israélien s'est engagé aussi à laisser passer 60 000 caravanes qui sont stationnées en Égypte, Tout à fait. financées par l'ONU et l'Égypte. 60 Oui. 000 caravanes qui sont censées Abrité. abriter ou devenir une solution de logement pour 60 000 familles gazaouis qui ont perdu leur Maison, leur maison bien. ou qui n'ont plus où aller habiter. Et pour l'instant, malgré l'accord qui a été signé au Qatar entre Israël et le Hamas, pour l'instant, Israël garde cette carte maîtresse, c'est-à-dire exerce un moyen de pression par l'intermédiaire de ces caravanes pour que la phase 1 arrive à son aboutissement. Très bien. C'est-à-dire que Parfait. pour l'instant, le On a gouvernement un israélien, levier. même si les soldats sont mobilisés, ils ne Mhm. sont pas sortis en permission le week-end dernier, pour l'instant, Netanyahou n'est pas intéressé à rentrer dans la bande de Gaza, je parle militairement, Bien et sûr. continuer la guerre, sachant que les Israéliens sont aussi un peu fatigués de cette guerre et n'ont pas envie encore de perdre des vies. Mais le but, l'objectif premier étant de récupérer les otages. Je vous Donc on va, rappelle que cet accord-là, c'est d'abord et avant tout pour récupérer les otages. donc on va dire que le moyen de levier de Netanyahou actuellement sont les 60 000 caravanes. Absolument. Absolument. Incroyable. Absolument. Incroyable. Et évidemment, la menace suprême, c'est-à-dire de ramener les forces militaires dans la bande de Gaza. Mais avant tout, ce sont les caravanes qui obsèdent le Hamas. Alors, Pourquoi? Pourquoi? parce que les personnes sont encore dans des tentes. Mais pourquoi? Pourrait-elle peut-être accepter d'être des évacués volontaires comme le souhaite Oui, Trump? sauf que si vous me trouvez un pays qui est d'accord d'accueillir 1,5 million ou 2 millions de Palestiniens, nous allons tout de suite, Claudine, vous et moi, Signé. signer un accord, c'est une poignée de main. Et voilà, la proposition de Trump qui est, suppose, extrêmement favorable, alléchante aux Israéliens. Bien Les sûr. Israéliens seraient tout à fait d'accord que 2 millions de Palestiniens quittent la bande de Gaza Salam. pour que les Américains ou nous-mêmes puissions construire un Singapour Oui. ou à Hong Kong Oui. dans la bande de Gaza. Bon, ceci dit, cette proposition, encore une fois, vous l'avez dit, très alléchante, mais pour l'instant, je ne vois pas de pays qui est d'accord d'accepter plus de 2000 ou 3000 Palestiniens dans son pays. Donc, pour l'instant, c'est une proposition qui demeure et qui reste irréalisable, et je dirais même assez irréaliste dans les conditions actuelles. Actuel. Voilà.
bien sûr. Et je vous rappelle que l'Égypte, Sisi à sa tête, a menacé de rompre l'accord de paix avec Israël Israël, tout si à fait. Donald Trump cessait donc le financement américain. Pour Assisi, c'est une raison suffisante pour, encore une fois, cesser ou arrêter les accords de paix. Et dans ces cas-là, Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut véritablement oui, tout à cesser fait. un accord de paix? Ça Oui, voudrait dire oui, tout rentrer à en fait. guerre, en Il a tout quelque à fait. part. Je signale que les Américains avaient signé un accord avec Téhéran sur le contrôle des centrales nucléaires et que Oui, Donald Trump, 2 ans après, a dit c'est terminé, l'accord est caduc. ok. Bien sûr que c'est possible, ça se fait. Et il y aurait aussi le risque de voir plonger l'Égypte dans tous ces pays-là qui sont du mauvais côté, je dirais, du mauvais côté de la civilisation. Je parle de la Russie, je parle de la Chine, je De parle de la l'Iran. Corée du Nord, je parle de l'Iran. Donc Oui, il basculerait de ce côté-là. tout cela, c'est dangereux. Oui, Donc les propositions de Trump ont aussi un revers. C'est-à-dire qu'il y a toujours, un risque toujours. et encore une fois, je vois mal l'Égypte accueillir 1,5 million, 2 millions. Et la Jordanie, le roi de Jordanie lui-même Il est fatigué. Il est fatigué. menacé par sa population palestinienne qui se compte à 70, presque 80% en Jordanie. Donc Oui, bien sûr. c'est très important. Voilà. Bien, mais écoutez, je pense qu'on a fait un éclairage assez important et assez pointu sur la situation actuelle en Israël. Auriez-vous quelque chose d'autre à ajouter, cher David? Ah oui, le fait que nous souhaitons tous le retour très rapide des Oui, otages. bien sûr. Et n'oublions pas qu'il y a aussi une deuxième phase. Oui, cette Claudine, deuxième on n'en phase. a pas parlé, mais Oh, en, vous pouvez en parler, vous avez en encore quoi elle quelques minutes. consiste? Eh ben, écoute, elle consiste dans le retour de tous les otages, qu'ils soient vivants Ou ou mort. morts. Mhm. Et Israël exigera du Hamas un désarmement total et l'exil de tous les dirigeants du Hamas, ceux qui sont restés vivants, les responsables du Hamas, quittent le territoire de Gaza. Et ça, Claudine, le Hamas n'acceptera Bien jamais. évidemment, j'allais vous le dire, c'est comme N'acceptera Trump. C'est jamais. comme la proposition de Trump, elle a très peu de chances d'être acceptée. Mais par Donc, contre, en mais par contre- l'occurrence, oui, mais par contre, alors oui, si on a encore une petite oui, minute, oui, allez-y, bien je sûr. voudrais rajouter quelque chose de très important. Hmm. C'est que le 27 février, on en Oui. parlera peut-être avant, il y a un sommet arabe qui est organisé par l'Égypte et une proposition existe déjà. En quoi elle consiste vraiment en quelques Ce mots? sont des alternatives arabes pour régler le problème avec les Palestiniens. Absolument, avec Gaza. D'accord, avec Gaza, En tout fait, à fait. en quoi elle consiste? Elle consiste en fait à la constitution d'une armée composée de 5 pays différents: l'Égypte, les Émirats unis, la Jordanie, peut-être le Qatar et les Américains. Ce serait une force multinationale qui rentrerait dans la bande de De Gaza. Gaza et qui organiserait, eh bien, je dirais, Le Fatah aussi, on en a parlé, oui. alors, le gouvernement en place serait un gouvernement de l'autorité palestinienne, Très bien. mais composé de technocrates, c'est-à-dire pas de politiciens, mais des personnes qui gestionnaires. sont de gestionnaires. Mm. Et ce gouvernement aurait, pour ramener l'ordre et, je dirais, retaper la bande de Gaza, il y a plusieurs années de travaux, Oui, aurait donc cette armée multinationale. multinationale, on peut le Mm. dire, oui, Oui, oui. internationale, et le Hamas n'aurait plus de rôle à jouer. Non seulement n'aurait plus N'aurait plus de d'aide manœuvre. financière, d'aide humanitaire, et petit à petit, il serait désarmé et sa force ne sera plus, je dirais, significative. Sauf que le problème, c'est que le Hamas restera encore présent dans la bande de Gaza, même s'il n'a plus de force, même s'il n'a plus d'autorité. Et ça, Israël n'est pas prêt à accepter la présence Bien encore sûr, bien sûr. de responsables du 7 octobre Qui sont encore maintenus. qui sont à Gaza. Oui, mais là, il faut bien le dire que Israël, jusqu'à présent, après 1 an et demi de guerre, n'a toutefois pas réussi à éradiquer le Hamas. Non, bien sûr, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'elle peut demander aux autres? Qu'est-ce qu'elle peut exiger dans la mesure où Israël n'a pas si réussi? si le Hamas n'accepte pas de quitter la bande de Gaza et d'être désarmé, et si la proposition des pays arabes, du sommet arabe, est refusée par Israël, la seule option qui reste à Israël, Et c'est la guerre.
C'est la guerre. Revenir Ok. à Gaza militairement, D'accord. réoccuper Netzarim et